Alors le concept d'Indo-Pacifique est à la fois assez ancien et extrêmement récent. Ancien parce qu'avant même la présence occidentale, il y avait des échanges entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Ensuite, pendant la période de l'impérialisme britannique, il y a eu à la fois une forme de pensée indo-pacifique à partir de l'Empire des Indes qui se projetait depuis les côtes de l'Afrique jusqu'à Singapour et la Chine. Et puis au moment de son repli dans les années 60, on a commencé à utiliser le terme d'Indo-Pacifique à la fois au Royaume-Uni et en Australie. Après, il y a eu le terme d'Asie-Pacifique qui a eu beaucoup d'importance dans les années 80-90, qui était un moyen pour l'Australie et les États-Unis de rester dans une Asie qui devenait extrêmement dynamique. Et le terme Indo-Pacifique a émergé un petit peu dans les années 2000, mais c'est vraiment affirmé dans les années 2010. D'abord parce qu'on a vu l'interdépendance entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, d'abord pour les approvisionnements énergétiques, l'essentiel du pétrole va maintenant vers l'Asie développée, parce qu'il y a eu par exemple le tsunami de 2004 qui montre l'interdépendance pour les catastrophes naturelles, parce qu'il y a eu de la lutte contre la piraterie du détroit de Malacca au golfe d'Aden, et les Chinois se sont joints à cette lutte anti-piraterie jusqu'au golfe d'Aden. Et puis le dernier facteur, ça a été évidemment la montée en puissance de la Chine et son intérêt nouveau pour l'océan Indien, notamment autour de 2006, 2007, 2008, on a commencé à imaginer une espèce de collier de perles, de base ou de point d'appui de la Chine et de la marine chinoise en plein développement dans l'océan Indien. Et donc c'est plutôt une conception non chinoise, c'est-à-dire d'abord les Japonais, les Australiens, et puis les États-Unis ont épousé cette idée à partir, sous pression japonaise d'ailleurs très largement à l'époque de Trump, et les Français c'est à partir de 2017 que vraiment les premières dimensions de la stratégie indo-pacifique ont été définies. Vu de Pékin, l'expression Indo-Pacifique et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire un certain nombre de clubs que créent les États-Unis ou de partenariats que créent les États-Unis, c'est une façon d'encercler la Chine. Les Chinois disent que la guerre froide n'est pas terminée et accusent les Américains d'avoir une mentalité de guerre froide, d'essayer de créer une forme d'OTAN asiatique. Notamment, ils en parlent pour le Quad. Le Quad, c'est Australie, Inde, Japon et États-Unis, ou pour l'AUKUS qui a été créé l'année dernière avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et donc c'est effectivement du côté chinois une vision plutôt polarisante, l'Indo-Pacifique. Du côté américain, on essaye de faire penser que l'Indo-Pacifique n'est pas une vision polarisante, notamment parce qu'en fait, dans la réalité, les Américains multiplient des partenariats extrêmement divers, qu'ils ont gardé leurs alliances historiques, mais qu'à côté de cela, ils tendent la main à de très nombreux pays, et même pendant longtemps, ils ont tendu la main à la Chine, il faut quand même être relativement honnête là-dessus, et donc que finalement, l'Indo-Pacifique est plutôt un concept de sécurité générale, pas spécifiquement anti-chinois, mais pour préserver un ordre fondé sur des règles, et surtout la conception fondamentale des États-Unis, que cet ordre fondé par des règles, c'est la Pax Americana, que c'est cette Pax Americana qui a permis la Pax Asiatica, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre interétatique en Asie depuis 1979, alors que pendant un siècle, il y avait eu un nombre considérable de guerres extrêmement sanglantes dans la région. Ce qui est le plus étonnant, le plus surprenant, puisqu'on continue à raisonner très largement en termes de guerre froide, en regardant qui est-ce qui est pro-chinois, qui est-ce qui est pro-américain, il y a des pays qui restent relativement alignés, comme le Japon, qui est quand même très lié aux États-Unis. Vous avez des pays, notamment en Asie du Sud-Est, qui sont très largement sous la coupe de la Chine, comme le Cambodge et le Laos. Mais à part cela, ce qui est extrêmement étonnant, et très intéressant pour l'évolution des relations internationales d'une façon générale, c'est que pratiquement tous les acteurs de la région multiplient les partenariats, ont des positions qui semblent ambivalentes, c'est-à-dire qu'elles sont dépendantes de la Chine pour l'économie, donc on ne veut pas fâcher les Chinois. On sait que la Chine va devenir une très grande puissance,
mais en même temps, on ne veut pas être complètement sous sa coupe. On veut aussi avoir des garanties de sécurité, donc on se rapproche en partie des États-Unis, mais en même temps, on multiplie des partenariats. Vous avez notamment les puissances moyennes, Corée du Sud, Indonésie, Japon, qui se considèrent comme une puissance moyenne, mais aussi les Français, les Britanniques, un peu moins les Britanniques, les Français qui arrivent dans la région, qui disent en fait on va multiplier les partenariats, multiplier les liens, pour nous donner, alors d'abord pour essayer de calmer le jeu dans la région et éviter cette confrontation bipolaire, mais aussi pour se donner de la marge. Et on le voit avec le cas de l'Inde par exemple, hein, qui effectivement s'est beaucoup rapproché des États-Unis, mais continue à avoir des bonnes relations avec la Russie, avec l'Indonésie, avec enfin, énormément de pays, avec l'Australie, le Japon. On le voit aussi même à la Russie, hein, qu'on dit souvent très très liée à la Chine. Eh bien, la Russie essaye de jouer la carte indienne, de jouer la carte vietnamienne, jusqu'il y a 2 ans, enfin jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, des bonnes relations avec le Japon aussi, hein, à l'époque de Poutine et d'Abe. Donc tout ça pour montrer que le jeu est extrêmement flexible et extrêmement ouvert, même s'il peut y avoir des polarisations au moment des crises, mais personne n'a vraiment envie de s'aligner sur un pays et de se retrouver entraîné dans des guerres, notamment pour Taïwan, même si tout le monde est tout à fait conscient qu'une opération qui annexerait Taïwan à la Chine changerait complètement les équilibres de la région.